Donc dans cet exercice, on va s'intéresser à la relation de conjugaison dans un groupe. Et on va l'étudier sur un exemple. Alors, on va appeler R la relation de conjugaison. Donc ce que ça veut dire, je vais peut-être l'écrire ici. Donc si j'ai un groupe G, noté multiplicativement, et que j'ai deux éléments x et y de G, je vais définir la relation binaire x relation avec y, si et seulement si x et y sont conjugués dans G. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, ça veut dire que le deuxième élément peut s'écrire comme conjugué du premier. Donc ça veut dire que le deuxième élément va s'écrire sous la forme G, Gx, G-1, pardon, pour un certain petit g d'un grand G. Voilà, donc ça c'est la définition de la conjugaison. Donc je reviens à l'énoncé, et donc cette relation étant définie comme dans le cours, on va regarder la relation en question. On va voir que c'est une relation d'équivalence. Donc comme c'est une relation d'équivalence, on peut s'intéresser aux classes de certains éléments. Donc c'est ce qu'on va faire dans la question 2. Alors dans un premier temps, donc, on demande de démontrer que R est une relation d'équivalence. Eh bien, donc on va voir. Donc première question. Donc il s'agit de démontrer que R est réflexive, symétrique et transitive. Donc montrons que R est réflexive. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il suffit de démontrer? Il suffit de démontrer que quel que soit x dans G, on a x qui est en relation avec lui-même. Donc traduction, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un G tel que x, donc je remplace ici y par x, G, x, G-1. Donc la question est de savoir, est-ce que je peux trouver un G dans G tel que x c'est G, x, G-1? Alors bien sûr que oui, il suffit que je prenne pour G le neutre de G. À ce moment-là, à gauche, j'obtiens neutre de G multiplié par x multiplié par le neutre, multiplié par l'inverse du neutre, mais l'inverse du neutre, je sais que c'est lui-même, et donc ça fait 1G multiplié par x, ça fait x, x multiplié par 1G, ça fait x. Donc, c'est bien ce qui était attendu. Par conséquent, x est en relation avec lui-même. Voilà pour la réflexivité. Pour la symétrie, eh bien, je vais me donner deux éléments x et y de G, et je vais supposer que x est en relation avec y. Et je dois regarder si ça entraîne que y est en relation avec x. Donc x en relation avec y, ça veut dire que le deuxième est conjugué du premier. D'accord? Donc si je veux démontrer que y est en relation avec x, donc le deuxième c'est x, il faut que je démontre donc que x est conjugué de y. Donc ce que je vais faire, je vais partir de l'hypothèse, donc à savoir que pour un certain g de grand G, eh bien y c'est g, x, g-1. Et d'après ce que je souhaite montrer, je souhaite montrer que x est conjugué de y, donc je vais extraire x. Donc qu'est-ce que je fais? De cette relation, je vais multiplier je vais isoler x. Donc pour ce faire, je vais éliminer le g-1 qui est à droite. Donc je vais multiplier de part et d'autre, les deux membres de l'égalité, par la droite, par g. Donc ça va me faire, donc à gauche, ça va me faire yg, puis à droite, ça va éliminer le g-1. Maintenant, il faut que je me débarrasse du g qui est là. Donc pour ce faire, je vais multiplier les deux membres de l'égalité, mais par la gauche, ici, par g-1, si bien que ça va neutraliser le g qui est là. Donc je multiplie par la gauche, ça me fait g-1. Et donc ça, c'est égal à x. Donc, qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que x est, si je regarde ici, je vois bien que j'ai un conjugué de y. Par conséquent, je viens de prouver que y est en relation avec x, ce qui établit la symétrie. Donc reste à montrer la transitivité.
Donc la transitivité donc, signifie que je me donne un x, un y et un z dans G. Je suppose que x est en relation avec y. Je suppose que y est en relation avec z. Et je dois démontrer que j'ai le raccourci x en relation avec z. Ça ne présente pas vraiment de difficulté, il suffit juste de traduire les hypothèses. Que x soit en relation avec y, ça veut dire que je peux trouver un certain, disons, g dans G, tel que le deuxième soit conjugué du premier, donc tel que y égale gx, g-1. De la même façon que y soit en relation avec z, ça veut dire que le deuxième, z, est conjugué du premier, y, donc disons que je peux écrire z sous la forme k, y, k-1. Donc pour un certain k appartenant à G. Et bien évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Si je regarde ma conclusion, je veux établir que z est un conjugué de x, donc je vais en fait calculer z, et tout simplement je vais remplacer y par sa valeur ici. Donc je vais substituer. Donc qu'est-ce que je lis en remplaçant? Bien, z égale k multiplié par y, donc je remplace sans mettre de parenthèse, et puis multiplié par k-1. Voilà. Donc je vois que j'ai une relation entre z et x. Donc j'isole le facteur qui est avant x, et puis je regarde si ça, par hasard, ce ne serait pas l'inverse de kg. Or, c'est quoi l'inverse de kg? Eh bien, on a vu en cours que l'inverse d'un produit, c'est le produit écrit à l'envers des inverses, donc c'est g-1 multiplié par k-1, et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc si ça, je l'appelle, disons, lambda, eh bien ça, c'est lambda-1. Donc gz égale lambda x lambda-1, ça prouve bien que z est conjugué de x. Et donc ça prouve bien que x est en relation avec z, comme il fallait montrer. Donc regardons maintenant la suite de l'exercice. Question 2. Alors petit a, quelle est la classe de l'élément neutre de G? Et petit b, on suppose dans cette question juste que G est abélien, et on nous demande de décrire la classe d'un élément arbitraire x de G. Donc deuxièmement, petit a, on nous demande de trouver la classe, donc peut-être avant de venir à ça, on vient de voir que R est une relation d'équivalence. Donc ça veut dire que je peux considérer des classes d'équivalence. Donc si je me donne un élément x appartenant à G, je peux considérer sa classe que je vais noter comme ceci, x bar. Donc par définition d'une classe d'équivalence, la classe de x est l'ensemble des éléments de G qui sont en relation avec x. Donc tel que x soit en relation avec y. Et donc que contient donc un élément y appartient à la classe de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un conjugué de x. Autrement dit, ça veut dire qu'il existe un g dans grand G, tel que y égale gx, g-1. Voilà. Donc, on nous demande maintenant la classe de l'élément neutre de G. Donc, on nous demande ceci, la classe de 1G. Donc, un y appartient à la classe de 1G, je n'ai plus qu'à recopier ce qui est là-haut, ce qui est au-dessus. Ça veut dire que je peux trouver un certain G dans grand G. Je remplace y, donc je remplace plutôt x par 1G, donc y égale G multiplié par le neutre de G multiplié par G-1. Bon, le neutre est neutre, donc il me reste G par G-1. G par G-1, ça me donne le neutre. Donc au total, je vois que y est dans la classe du neutre de G, si et seulement si, en fait y égale 1. Donc je vois que la classe de 1 est réduite donc au neutre.
Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une classe singulière. Hein. Singulière, pourquoi? Parce que c'est le contraire de singulier, c'est le contraire de pluriel. Pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments, et là, la classe ne contient qu'un seul élément. Maintenant, on va regarder donc la suite. Petit b. Donc petit b, le contexte est particulier. On suppose que le groupe G est abélien. Et on nous demande de décrire la classe de X, où X est un élément arbitraire de G. Donc, un élément, j'applique ce qu'on a dit un petit peu plus haut. Y appartient à la classe de X, si et seulement si. Eh bien, il existe un G dans G, tel que Y égale G, X, G-1. Voilà, et comme G est abélien, ça veut dire que ces deux éléments ici commutent. C'est-à-dire que j'ai Gx égale XG. Par conséquent, mon égalité serait écrite XG, G-1. Mais alors, côte à côte, j'ai G, G-1, donc le produit fait le neutre, hein, ça fait un G, et donc X multiplié par le neutre, ça fait X. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que Y est dans la classe de X, si et seulement si, eh bien, en fait, Y égale X. Donc, il apparaît que la classe de X est réduite à X, et donc c'est à nouveau une classe singulière. Donc, maintenant, on passe à la question 3. On va travailler dans le groupe GL2 de R, c'est-à-dire le groupe linéaire à deux variables sur R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices, enfin le groupe des matrices carré d'ordre 2, inversible et à coefficient dans R. Et on va illustrer la notion de conjugaison dans ce groupe. Donc, pour ce faire, on se donne 4 matrices, A, B, C, D, et on nous demande de dire, parmi les 3 dernières, B, C, D, laquelle serait dans la classe de conjugaison de A. Donc, allons-y. Donc, la matrice A, c'est la matrice 1, 2, 3, 4. Donc cette matrice appartient à G, puisque son déterminant n'est pas égal à 0, puisqu'il vaut 4 moins 6 égale moins 2. Donc la matrice est bien inversible. Et donc la matrice B, c'était la matrice 2, 1, 4, 3. Donc je vais l'écrire. La matrice B, c'est la matrice donc 2, 1, 4, 3. Elle aussi est dans G. Hein. Manifestement, les colonnes ne sont pas collinéaires. Et c'est la question 3. Alors, la question qu'on nous pose, c'est de savoir est-ce que B appartient à la classe de conjugaison de A. Alors, qu'est-ce que c'est que la classe de conjugaison de A? Eh bien, c'est l'ensemble des matrices qui sont conjuguées de A, donc c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous la forme M-1, ou plutôt, pour reprendre la notation du cours, M, A, M-1, ou M parcours G. Bien. Donc tout de suite, ce qu'on voit, hein, donc la question est de savoir, est-ce que B peut s'écrire sous la forme M, A, M-1? Et donc tout de suite on voit que les matrices A et B sont, comme on dit, semblables. Donc évidemment que deux matrices soient semblables est une condition très forte. Si je prends deux matrices au hasard, elles n'ont aucune raison d'être semblables. En particulier, donc, on connaît un certain nombre d'invariants de similitude. C'est-à-dire quand deux matrices sont semblables, hein, si deux matrices A et B sont semblables, matrices carrées, donc ici des matrices de 2, eh bien, si elles sont semblables, elles ont plein de choses communes. Par exemple, elles ont même rang. Le rang de A, c'est le rang de B. Et un tas d'autres choses. Bon, ici, les rangs sont égaux à 2, puisque les matrices sont inversibles. Mais on sait qu'elles ont aussi même déterminant. Donc, si les matrices A et B n'ont pas même déterminant, elles ne peuvent pas être semblables, et donc ça veut dire que B n'est pas dans la classe de conjugaison de A.
Donc il suffit de regarder ce que vaut le déterminant de B. Donc le déterminant de B, c'est 6 moins 4. Et donc ça fait 2. C'est différent de moins 2. Donc les matrices A et B ne peuvent pas être semblables. Donc A et B non semblables. Et par conséquent, on peut tout de suite affirmer que la matrice B n'appartient pas à la classe de conjugaison de A. Voilà pour le cas de B. On passe au cas de C. Donc C, c'est la matrice 2, 1, 4, 1. Donc c'est presque la même que B, sauf qu'on a changé le 3 en 1. Donc allons-y, j'ai dit 2, 1, 4, 1. Donc C, c'est la matrice 2, 1, 4, 1. Alors, on essaye d'appliquer le même raisonnement. Si les matrices, donc si C appartient à la classe de conjugaison de A, c'est que A et C sont semblables. Donc c'est ce que je vais supposer. Et je vais voir ce que ça donne. Si elles sont semblables, ça veut dire qu'elles ont le même déterminant. Or, le déterminant de C vaut donc 2 moins 4 moins 2. C'est donc aussi le déterminant de A. Donc on ne peut rien dire. On regarde s'il y a d'autres invariants de similitude. Alors il y en a un autre qui est bien connu, c'est la trace. Si A et C sont semblables, eh bien c'est qu'elles ont même trace. Donc la trace de A est égale à la trace de C. Donc je regarde la trace de C, je l'ai sous les yeux, ça fait 3. Et A, c'était la matrice 1, 2, 3, 4. Donc la trace de A, c'est 5. Et donc, à nouveau, la réponse est négative. Les traces sont différentes. Les matrices A et C ne sont pas semblables. Et donc, C n'est pas dans la classe de conjugaison de A. Il nous reste maintenant le cas de D. Donc D, que vaut-elle? Alors D, c'est 1, 3, 2, 4. Donc qu'est-ce qu'on observe? On voit que les coefficients sont les mêmes que A, mais même plus précisément, la diagonale est la même, 1, 4. Et en fait, on a permuté les coefficients non diagonaux. Donc il apparaît en fait que D est tout simplement la transposée de A. Donc allons-y, j'ai ma matrice A qui est donc 1, 2, 3, 4, et la matrice D qui est donc la transposée de A, donc c'est-à-dire 1, 3, 2, 4. Alors, il est bien connu que une matrice, donc ça c'est la transposée de A, donc il est bien connu que une matrice et sa transposée ont même déterminant et ont même trace, puisque pour la trace, la diagonale est inchangée, la diagonale principale. Donc trace de D égale trace de A, et puis déterminant de D égale déterminant de A. Donc c'est pas ça qui va nous permettre de répondre. Donc on peut peut-être se douter que les matrices A et D sont dans la même classe de conjugaison. Donc on a deux approches pour attaquer le problème. Donc l'approche numéro 1, elle est assez naïve. D appartient-il à la classe de conjugaison de A? Donc la classe de conjugaison de A, c'est l'ensemble des conjugués de A, donc c'est l'ensemble des matrices de la forme M-1 à M, où M appartient à donc G. Alors en fait, on a besoin de savoir si éventuellement il y aurait une matrice M dans G, donc inversible en fait de 2, telle que M-1 à M soit égal à D. Alors la méthode la plus simple, en fait, ça consiste comme la matrice M est de taille de 2, eh bien tout simplement,
à écrire M explicitement. A, B, C, D. Voilà. Et donc, A, on la connaît explicitement, D aussi, et on se dit qu'on va peut-être pouvoir trouver M ainsi. Donc, je vais réécrire la relation. J'ai M-1 à M. Voilà. Donc, ici, je pourrais, bon, M, je la connais. Par contre, M-1, bon, je peux la calculer. Elle va faire intervenir le déterminant de M. Donc, AD moins BC. Et ça, c'est pas forcément très pratique. Donc, l'idée est la suivante. Je vais en fait envoyer, si je puis dire, le M-1 de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais multiplier les deux membres de l'égalité et par la gauche, par M. Donc, ça va me donner MD égale AM. Et là, en fait, ça va être certainement plus simple parce que je ne vais pas avoir le déterminant de M qui va intervenir. Je vais avoir en fait un système linéaire. Donc, il suffit que je remplace. Donc, M, c'est A, B, C, D, avait-on dit. La matrice A, c'est 1, 2, 3, 4, multiplié par donc A, B, C, D. Et puis, donc là, c'est D qui est la transposée de A, donc ça fait 1, 3, 2, 4. Et puis, il suffit donc, on a deux matrices qui sont égales, il suffit d'identifier les coefficients qui sont à la même position. Donc, si je fais le calcul, j'obtiens un système de 4 équations correspondant aux 4 coefficients et à 4 inconnus A, B, C, D. Donc, si je fais le produit ligne par colonne, eh bien, j'obtiens donc, on y va, ça fait ligne par colonne, ça fait A plus 2B, ici, qui va donc être égal à, donc ligne par colonne, à A plus 2C. Ensuite, je vais garder la même ligne, et avec l'autre colonne, ça va me faire 3A plus 4B, 3A plus 4B, est égal à, donc ligne par colonne, ça me fait B plus 2D. Et puis je continue avec le coefficient, avec donc la deuxième ligne, première colonne, donc je fais le produit ligne par colonne, ça me fait C plus 2D, qui est égal à donc 3A plus 4C. Et puis, dernier coefficient, je vais avoir donc 3C plus 4D, qui est égal à 3B plus 4D. Bon, et j'essaye de simplifier tout ça. Alors, tout de suite, je vois qu'il y a des choses qui se simplifient. Au niveau de la première équation, j'ai les A qui s'éliminent, les 2 qui s'éliminent, donc je me retrouve avec B égale C. Et puis, pour la dernière, je crois que c'est pareil, j'ai les D qui s'éliminent, j'ai les 3 qui se simplifient, et j'obtiens à nouveau donc C égale B. Donc ça veut dire que je vais tout pouvoir écrire en fonction de A, B et D. Donc ici c'est le cas, donc je vais tout basculer par exemple à gauche. Donc ça me fait 3A plus 3B moins 2D qui vaut 0. Et puis je fais le même genre de choses à la troisième ligne, donc ça me fait 3A, je bascule tout à droite. Ensuite je vais avoir plus 4C moins C, ça va faire donc plus 3C, mais donc en fait 3B. Et puis, je vais avoir le moins 2D, qui vaut 0. Donc, j'obtiens ce système-ci. Et donc, j'ai des redondances. J'ai B égale C, qui est redondant, donc là et là. Et puis, ces deux équations sont redondantes. En fait, il ne me reste plus grand-chose. Il me reste B égale C. Et puis, je vais l'écrire autrement. Je vais écrire 3 facteurs de A plus B est égal à 2D. Et puis, attention, il faut que je trouve A, B, C, D, donc il vérifie ce système. Il y a quand même une condition qu'il faudra rajouter, c'est que la matrice soit inversible. Bon, je fais au plus simple, ce que je vais faire, c'est prendre 3 ici, et puis, je sais pas, je vais prendre donc 1 et 1 là. Donc, ça me fait A égale B, donc ça va faire P égale, donc c'est A, B, C, D.
Donc j'ai dit que ça faisait 1, 1. C est égal à B, donc ça me fait encore 1, et puis ça me fait 3. Et je vois tout de suite que ma matrice P est inversible, hein, son déterminant vaut 3 moins 1 égale 2, qui n'est pas nul. Donc, évidemment, tout ça, je peux le remonter, hein, les systèmes sont équivalents, et sont équivalents à cette égalité. Et comme ma matrice est inversible, en fait, je peux même remonter jusqu'ici. Donc, en définitive, je peux répondre oui, la matrice D appartient bien à la classe de conjugaison de A. Donc, on passe à la deuxième approche, donc approche numéro 2, qui est un petit peu moins naïve. En fait, donc, on a notre matrice A, c'est 1, donc 2, 3, 4. La matrice D, c'est la transposée de A, donc c'est 1, 3, 2, 4. Pardon. 1, 3, 2, 4. Et donc, l'idée, ce serait en fait, si on se doute que A et D sont dans la même classe de conjugaison, eh bien, c'est de trouver en fait une matrice commune à laquelle A et D vont être semblables. Et donc l'idée qui vient à l'esprit, c'est en fait de réduire A et D d'une façon ou d'une autre, par exemple de diagonaliser A et D. Donc ce qui suit suppose quelques connaissances en réduction des matrices. Donc je regarde le polynôme caractéristique de A. Donc c'est x2 moins la trace de A, x plus le déterminant de A. Donc ça nous fait x2 moins la trace, c'est 5x, et le déterminant de A, on avait vu tout à l'heure que c'était moins 2. Voilà. Et puis le polynôme caractéristique de B, eh bien facilement c'est le même que le polynôme caractéristique de A, pour la simple et bonne raison que le calcul fait intervenir la trace et le déterminant, et que pour D, la trace et le déterminant sont les mêmes. Ici j'ai écrit B, mais c'est plutôt D. Donc je vais effacer et je vais remettre D. Voilà. Alors, maintenant on va aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que les matrices donc A et D sont diagonalisables? Je regarde donc les valeurs propres, donc je calcule le discriminant, pardon. Donc ça me fait 25 plus 8, donc c'est strictement positif. Donc ça veut dire deux choses, enfin ça veut dire que les valeurs propres sont réelles et qu'elles sont distinctes. Donc le spectre de A, comme le spectre de D plutôt, est formé de deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, qui sont distinctes et qui sont réelles. C'est quasiment fini, ça veut dire que comme les valeurs propres sont distinctes, hein, puisque le discriminant oui, est différent de 0, eh bien ça veut dire que, par critère, que A et D sont diagonalisables. Et donc, ça veut dire qu'elles sont semblables à une matrice diagonale, disons, que je vais appeler delta, delta majuscule. Donc, cette matrice, c'est la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont lambda 1 et lambda 2. Donc, je sais que A est semblable à delta et que D est semblable à delta. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... puisque A et delta sont semblables. Ça veut dire que pour une certaine matrice P inversible à coefficient dans R, puisque les valeurs propres sont réelles, je vais avoir P-1 A P qui est égal à delta. Et comme D est semblable à delta, je vais avoir une matrice pareille de 2 inversible à coefficient dans R, tel que Q-1 dQ soit égal à delta. Donc ici, les matrices P et Q sont dans G. Alors évidemment, en regardant ces deux égalités, j'en déduis que P-1 A P
P est égal à Q-1 D dQ. J'en déduis en basculant, en isolant par exemple D. Donc je multiplie par Q par la gauche, donc ça me fait Q P-1 A P en multipliant par Q-1 par la droite. J'obtiens que ça vaut D. Et bien évidemment, donc cette matrice-ci, je peux lui donner un nom, je vais l'appeler, je sais pas, je vais l'appeler M. Eh bien, immédiatement, je vois que M-1, donc M-1, l'inverse de M, eh bien, c'est le produit des inverses, mais écrit dans l'ordre inversé. Donc, ça me fait P, Q-1. Donc, c'est exactement ceci. Donc, finalement, il apparaît, si j'écris correctement les choses, que j'ai M à M-1 qui est égal à D. Donc, M, c'est la matrice qui est ici. Et comme P et Q sont dans G, ben, j'en déduis que M appartient à G. Donc finalement, de tout cela, je conclus que les matrices A et D sont semblables, et même donc que D appartient à la classe de conjugaison de A.